Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce premier épisode d'Alice au pays des femmes. Comme Alice, me voici au départ d'un voyage. Non pas au pays des merveilles, mais au pays des femmes. Pas de lapin blanc à suivre, mais bien des interrogations, des échanges, un partage autour de réflexions sur et avec le deuxième sexe, comme l'appelait Simone de Beauvoir. Chaque épisode met une femme à l'honneur, et pendant environ 45 minutes, on discute du rapport au corps, de sexualité, de relation à l'autre et de bien d'autres choses. Vous pouvez retrouver sur ma page YouTube le podcast illustré par les dessins de la talentueuse Camille Juel. Pour ce premier épisode d'Alice au pays des femmes, nous allons à la rencontre de Claudie Landy, autrice, metteuse en scène et réalisatrice à La Rochelle. Dans cet entretien, on va parler théâtre, cinéma, de la place de la femme dans le milieu artistique, mais également de choses plus intimes avec l'histoire des femmes de sa famille, des filles mères, qui l'a amenée à réaliser un film documentaire sur sa grand-mère Lucienne. Encore un grand merci à Claudie pour ses douces confidences et d'inaugurer le début de ce nouveau voyage. Je m'excuse par avance pour la différence de volume sonore entre Claudie et moi. Nous sommes encore en rodage pour la réalisation de ce podcast. Vous retrouverez dans les liens de cet épisode quelques références citées dans cet entretien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une belle écoute. C'est bon pour ça? Oui. Attends, moi aussi, c'est la première fois que je le fais. Allez, on fait un vœu. On fait un vœu. Bonjour Claudie. Bonjour Delphine. C'est pas comme si on avait mangé juste avant ensemble. Ben oui, mais c'était très agréable. Alors, je te propose déjà de te présenter. Alors, je m'appelle Claudie Landy et je suis née il y a longtemps, 1952. J'étais dans une fac de sociologie dans les années 70. Je raconte tout mon parcours. Tout, vas-y, raconte ce que tu as envie de raconter. Et donc, dans ces années-là, j'ai fait du théâtre au lycée, que j'avais très envie de reprendre le club théâtre, comme on disait à l'époque. Je faisais partie aussi d'associations sur le cinéma. J'allais beaucoup au cinéma. J'aimais les deux, le théâtre et le cinéma. Ensuite, j'ai donc fait cette licence, on disait à l'époque, de sociologie à Poitiers, qui était, je dis souvent en riant, une formation de gauchiste. Parce qu'il y avait tous les groupes qu'on peut imaginer, Mao, Trotsky, etc. Et j'ai fait partie aussi de groupes femmes. À l'époque, c'était l'époque, évidemment, pour l'avortement. Contre l'avortement. Et pour la contraception, du black, de différents mouvements et tout ça. Donc j'ai fait partie de tout ça. On réalisait aussi, donc avec Claude, que j'ai rencontré l'année de mon bac, qui est devenu mon mari, pas mal de films en Super 8. C'était un peu la caméra stylo. On avait toujours une caméra à la main. Et on a aussi, nous on n'a pas fondé le festival Cinémarge, mais j'ai deux amis qui sont morts aujourd'hui, qui s'appellent Jackie Yonnet et Jean-François Garcy, qui ont fondé ce festival à La Rochelle, indépendant au départ. Après on les a rejoints l'année d'après. Et ce festival qui présentait des films expérimentaux, différents, militants, etc., a duré jusqu'en 1980, et à partir de 1976 était dans le cadre des RIAC, des Rencontres internationales d'art contemporain de La Rochelle, et du Festival Cinéma International, qui existe toujours aujourd'hui. Voilà un peu, j'ai continué beaucoup, même à la fac, à faire un peu du théâtre, du mime, j'allais un peu partout, esthétique du cinéma, enfin bon, un peu dans tous les sens. Mais c'était une belle période. On n'avait pas la crainte du chômage comme aujourd'hui. Et après, je me suis inscrite c'était pas Saint-Denis, c'était encore Vincennes, en sociologie, mais j'y suis très peu allée. L'année de maîtrise, ça s'appelait, voilà.
J'étais en même temps pionne dans différents lycées de La Rochelle, surtout Jean Dauté où j'avais été avant élève. J'emmenais donc les élèves, j'étais pionne d'internat, je les emmenais beaucoup au cinéma, à la Maison de la Culture, ça s'appelait à l'époque, qui n'était pas encore ce qui est devenu après la Coursive. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai travaillé un peu à 3 mois. C'est-à-dire j'ai pas connu le chômage, quoi. J'ai travaillé 3 mois jeunesse et sport, j'étais 2 mois au chômage. Et après une autre formation ça s'appelait directeur de centre socio-éducatif et culturel. J'ai travaillé à ce qu'est aujourd'hui le Carré Amelot pendant 10 ans pour m'occuper d'une programmation plutôt théâtre et aussi des ateliers audiovisuels. J'y suis resté 10 ans. Ensuite, je suis allé en tant que relation publique à la Maison de la Culture pendant 1 an et demi, parce que toute l'équipe, il y avait beaucoup de problèmes financiers, toute l'équipe autour du directeur, et surtout le directeur a été viré. Et là, j'ai fait un peu d'italien à Florence. Je me souviens, oui, 3 semaines à Florence. Et 1 mois et demi, bon, j'ai fait un enfant entre-temps, 1983 quand même. Et Axel. Et donc, j'ai fait aussi un stage au TNP, à ce moment-là où il y avait Jo Lavaudan, qui était un metteur en scène que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup. Et je lui ai même demandé de participer à un film que j'ai tourné en 90, qui s'appelle Boulevard de l'Océan. Et puis, ça a été déterminant pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, si je fais une compagnie, c'est maintenant. Voilà. Donc Claude, lui, qui était musicien, qui a travaillé à la Galerie Sonore d'Angers, et aussi en électroacoustique, avec le groupe de musique expérimentale de Bourges. Donc finalement, on n'habitait pas, on a fait l'inverse de ce que faisait tout le monde à l'époque. On s'est mariés, mais on n'a pas vécu ensemble. On faisait plutôt l'inverse. Et on a donc fondé cette compagnie en 1993. On a lu un qui s'appelait Toujours à l'horizon. Le titre d'ailleurs a été trouvé par un ancien marin et un ami qui s'appelle Sergio. Et on a été pendant 2-3 ans dans un lieu provisoire où est aujourd'hui la médiathèque, rue du Cerf-Volant, à la Ville-en-Bois. C'est des bâtiments qui n'existent plus. C'est là que j'ai fait la première création d'une pièce de Nathalie Sarraute pour un oui ou pour un non. Voilà. Après, en ayant beaucoup de rendez-vous, connaissant un peu le milieu maritime, on a appris que les dockers qui étaient installés à un bâtiment qui s'appelait La Cloche, c'était le lieu d'embauche des dockers, allaient partir vu qu'ils dépendaient après d'un autre service. Et donc, quelqu'un qui s'occupait de convoyage maritime qui s'appelle Philippe Joussemet, qui était aussi élu à la ville, je crois, nous a introduits pour qu'on bénéficie de ce lieu qui ne nous appartient pas, qui appartient maintenant au port de commerce de la Palisse, mais avec qui on a une autorisation d'occupation temporaire, un peu comme la Sirène, pour 10 ans. Donc ça laisse le temps quand même. Voilà, ça c'était en 1996. Ensuite, avec la compagnie, j'ai travaillé avec beaucoup de comédiens professionnels. J'ai surtout monté des textes d'auteurs contemporains. Non pas que je n'aime pas les classiques, mais parce que je trouve qu'il y avait plein de choses à découvrir et faire découvrir au public. On a créé un atelier théâtre aussi. Un seul atelier, parce que je ne voulais pas faire de ce lieu une usine à atelier. Et aussi un travail avec l'université à partir de, même avant qu'on soit dans le lieu dès la première année de l'université de La Rochelle, 1994-95, je crois. Et ces ateliers avec l'université, tu les as connus à une époque, se sont vraiment développés et j'ai fait ça jusqu'en 2014. Après, j'ai choisi de ne plus, de laisser la place à d'autres si on veut, et de mener aussi mes propres projets d'écriture, parce que j'écris. Et en même temps, j'ai beaucoup de liens avec d'anciens étudiants, avec toi, avec d'autres aussi.
Et d'ailleurs, je prépare ce que j'ai appelé pour l'instant une épopée étudiante à partir de souvenirs de ces moments-là qui sont comme finalement une sorte de d'hommage à ce qu'on a fabriqué ensemble parce que c'est vrai, épique d'arriver à monter à travers tous les partiels que vous aviez une pièce exigeante et à présenter au public. Voilà. Voilà un peu mon parcours. Donc aujourd'hui, j'écris plus. Je réalise un film à partir de l'histoire de ma grand-mère. Vu qu'il y a 5-6 ans, après des recherches, j'ai reçu des archives de Paris, des éléments sur elle. Ma grand-mère a été abandonnée à 2 ans et demi. Elle a toujours pensé que sa mère était prostituée. Or, pas du tout. C'est l'histoire des filles mères. Et dans les archives qu'on m'a envoyées, j'ai découvert que mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Angélique, a envoyé beaucoup de lettres pour retrouver sa fille, pour au moins la voir. Et l'assistance qui assistait les enfants, en tout cas, les soutenait, les aidait en famille d'accueil, etc., même si tout s'est pas toujours très bien passé, n'aidait pas les filles mères. Voilà, parce qu'elles étaient forcément fautives. Et comme le père n'a pas reconnu l'enfant. Voilà. Donc oui, ça m'obsède même de rendre hommage à ces femmes aussi, à ma mère et ma tante, les filles de Marthe et Lucette, qui sont les filles de Lucienne et qui ont combattu avant le féminisme à leur façon, qui ont toujours travaillé toute leur vie, et aussi à ma génération et aux générations futures. Voilà, ça m'importe beaucoup de concrétiser ce film. Là, on est en plein tournage. Et du coup, comment elle est arrivée cette obsession? Tu t'es réveillée un matin et ça s'est présenté comme une petite graine et ça a commencé à germer petit à petit? Non, pas tout à fait, mais c'est jamais à 25-30 ans qu'on fait ce genre de choses. Peut-être qu'on est plus centré sur soi ou je sais pas. Ma grand-mère était vraiment quelqu'un d'important. On les appelait la tribu des Jubiens parce que finalement elle a construit une famille avec mon grand-père qu'elle a rencontré blessé de la guerre de 14 dans l'Allier, a rêvé de venir à La Rochelle à cause du nom, elle le disait, parce qu'il y avait du poisson, qu'elle ne mourrait pas de faim. Et donc, son rêve s'est concrétisé. Elle a fait 5 enfants. Elle a élevé beaucoup de mes cousins aussi parce que leur mère était morte jeune. Donc, je dis souvent qu'elle était très enracinée, très ancrée, et elle faisait tout pousser, les enfants, les fleurs, tout. Donc, j'avais toujours, j'ai beaucoup de souvenirs avec elle. Elle est morte en 1974, l'année où je me suis marié. 80 ans, je crois, oui, à peine. Et donc j'avais cette présence forcément toujours en moi, quoi, des origines. Mais ça m'a pris plus tard. J'ai dit, il faut que je cherche là-dessus, parce que mon oncle avait déjà cherché, mon père et ma mère vieillissaient, j'avais envie qu'ils le sachent. Voilà, donc ma mère et ma tante ont su avant de mourir, ont lu ces lettres. Et ça, je suis contente de ça aussi. Et Lucienne va laisser une trace dans ce film. C'est un beau projet. Ben oui, moi je trouve qu'il est beau. Après, j'ai voulu c'est un documentaire de création et je suis accompagné par un producteur de La Rochelle qui s'appelle Didier Reten, Anecdota Production, qui soutient vraiment le projet. On a la chance d'avoir le CNC, faire 3 Nouvelle-Aquitaine, sans doute le département et une chaîne qui s'appelle Via Vosges. Donc le film est faisable, il n'y a rien de trop, mais c'est faisable financièrement. Ça déjà c'est une bataille, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on se bat. Et ce que je souhaite aussi dans ce film, c'est pas rester sur mon histoire personnelle. D'ailleurs, il y a l'intervention de quelqu'un qui s'occupe de généalogie dedans, et aussi une rencontre entre moi et un historien qui a travaillé, qui est maître de conférence à Saint-Denis, qui a travaillé sur ces sujets d'enfants abandonnés et de mères célibataires. C'est pour ouvrir des portes aussi aujourd'hui, et voilà, c'est un film où je veux questionner aussi le monde d'aujourd'hui.
Voilà, il y a dedans d'ailleurs une ou deux scènes de fiction. C'est ce que moi j'imagine, ce que ma grand-mère racontait tout le temps, qu'on l'avait découverte à 7 ans, mangeant des betteraves crues avec les cochons. Donc c'était une scène récurrente qui revenait tout le temps dans la famille, dont ma mère m'a parlé aussi après dans une interview. J'ai la chance aussi d'avoir une interview de ma mère dans le film. Et je voulais absolument faire quelque chose de cette scène. Donc on l'a tournée en mai dernier. Ça a été première séquence de tournage avec le comédien Robert Renucci qui m'a toujours encouragé à faire ce film, et je l'en remercie. Et la petite Mélisse, qui est la fille de ceux qui dirigent cette porcherie qui est dans le Marais Poitevin. Voilà l'histoire. Et en parlant de petite fille, elle était comment, Claudie, petite fille? Oh, alors, complètement rêveuse, mais ça m'a jamais quitté. Je crois que je suis toujours restée très près de l'enfance, mais on dit ça souvent que les métiers de la création nous permettent de garder l'enfance en soi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très important. C'est-à-dire une capacité d'émerveillement, sans doute. Alors, j'avais ça vraiment enfant, c'est-à-dire que beaucoup de choses m'émerveillaient. Par exemple, les sapins de Noël. D'ailleurs, j'en fais tout le temps, même à mon âge. Avec les étoiles, les vraies bougies à l'époque. Voilà, ça m'emmenait complètement. Tout ce qui était, je regardais beaucoup les étoiles. Je lisais beaucoup, même très petite. J'écrivais déjà des petites histoires. Enfin, voilà. Mais j'avais aussi, j'étais pas solitaire, bien que je sois fille unique. J'avais beaucoup de copines et copains. Mes parents qui étaient accueillants quand j'étais petite, beaucoup venaient jouer, comme on disait, chez moi, donc j'étais toujours finalement très gâtée, quoi. Voilà, après comment j'étais vraiment, il y a une chose fondatrice pour moi, justement, qui est de l'ordre de la création aussi. Mes parents allaient beaucoup au cinéma, ma mère achetait une revue qui s'appelle Cinémonde, je sais plus si ça existe aujourd'hui. Et donc, moi, je lisais des illustrés, la semaine de Suzette, tout ça. Et je regardais aussi Cinémonde, et il y avait des acteurs comme Montgomery Clift dedans, Ingrid Bergman, etc. Que je découpais une fois qu'elle avait fini de les lire, et j'adorais ça. Et mes parents m'ont emmené voir de Walt Disney, comme tous les enfants de l'époque, mais aussi, c'était les années 50, fin des années 50. Mais aussi, là, je devais avoir 5-6 ans. Ils m'emmenaient voir, le samedi soir, ils m'emmenaient avec eux derrière le vélomoteur, voir des films pour les grands. Je me souviens d'un film comme ça qui s'appelait Le souffle de la liberté. Pas hasard ce titre. Qui était l'histoire, c'est pas un grand film d'un point de vue cinéma, mais c'était l'histoire d'une femme habillée en gitane qui délivrait le poète André Chénier. Et cette scène m'a marqué à vie. Voilà, où je me suis dit, il faut sauver tous les poètes du monde et les gitans. Quelque chose comme ça dans ma tête d'enfant. En tout cas, ce film a été... Peut-être c'est ça qui a été le déclencheur, on sait jamais. Voilà, parce que dans ma famille, personne ne faisait ce genre de métier. C'était plutôt milieu ouvrier, cheminot, mes grands-pères, employé de banque, mon père, et ma mère et ma tante couturière et commerçante. Voilà l'histoire. Et du coup, t'as toujours voulu t'orienter vers la culture, le cinéma, le théâtre? Ça oui, mais j'ai pas eu le cran de faire ça quand j'avais ton âge, par exemple. Et ça, je t'admire avec Camille et tout, jeune, déjà de porter une compagnie et tout. Moi, je l'ai fait. D'abord, Claude était déjà intermittent du spectacle, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un moyen. Ça marchait, ces concerts dans les écoles et tout, donc... mais au début, pas trop quand même. Donc il y avait au moins un emploi stable, comme on dit, à la maison.
mais j'avais toujours ça dans la tête, quoi. Donc je l'ai fait à 38 ans, 39 ans, la création de la compagnie. Voilà. Ce qui veut pas dire que je faisais rien d'artistique avant, quoi. Mais de manière amateur. Après, j'ai dit, bon, j'y vais, je fonce. Et tu parlais tout à l'heure quand tu te présentais que tu avais participé aux luttes pour faire valoir les lois pour la contraception, pour l'avortement, parce que tu es la génération qui nous a permis d'avoir ces droits. Et on en parle encore parce que même si c'est des droits, ils restent hyper fragiles. Oui, tout à fait. Et comment c'était de l'intérieur? Qu'est-ce qui te motivait, toi, en tant que femme? Ça, c'est difficile à dire. Pour moi, c'était nécessaire. C'est aller de soi. Alors, en plus, j'ai pas... parce que la pilule, entre la découverte, le moment où c'était possible, et le fait de la prendre, ça prend du temps. Hein. Moi, j'avais 20 ans. Et finalement, comme je n'ai pas pris la pilule, j'ai eu des stérilés, moi, parce qu'une gynéco me l'avait conseillé, voilà. Je sais pas, c'était peut-être parce que j'avais ces images de femmes comme ma mère et ma tante. D'ailleurs, ma tante m'a appris, parce qu'avant d'avoir Axel, j'ai fait une fausse couche et j'étais complètement, à 30 ans, j'étais complètement éplorée, persuadée que je pourrais jamais avoir d'enfant. Et donc elle est venue me voir et elle m'a dit mais ça va pas la tête, tu feras un enfant, t'en auras un autre et regarde moi je me suis fait avorter 2 fois et elle s'est fait avorter en Suisse, je crois, ou en Angleterre dans les années 50 parce que bon elle est toujours restée célibataire et que si elle avait un enfant toute seule, c'était un peu la même histoire que sa grand-mère, mais ça elle ne le savait pas. Donc c'était intérieur à moi, j'étais convaincu de ça, mais j'allais aux manifestations, aux projections de films, j'étais à Poitiers, projection du MLAC, etc., mais je n'étais pas quelqu'un de leader ou moteur dans ces luttes. D'ailleurs, même des fois, ça m'agaçait, les prises de parole, surtout dans les groupes d'hommes, de prises, qui étaient aussi des prises de pouvoir, parfois, voilà. Mais j'ai fait partie aussi de tout ce mouvement où certaines étaient pour qu'il y ait des hommes, d'autres pour qu'il y ait des assemblées sans les hommes, etc. Moi, j'ai été tiraillé, j'aurais bien choisi des hommes à l'entrée, certains et pas d'autres. Et j'ai toujours resté un peu comme ça. Oui, c'est un peu bête, cette interdiction systématique, quoi. Mais je me sentais concerné, ça c'est sûr. Et tu parlais de ta mère et ta tante, vous étiez proches? Oui, oui, j'ai eu la chance d'avoir une famille où la parole était toujours possible. Voilà, donc j'ai pu... En même temps, il n'y avait pas de... sur, par exemple, les secrets de ma grand-mère, où tout n'était pas secret, ça se disait facilement dans les réunions de famille, ils s'entendaient tous bien, les oncles et tantes, là. En même temps, je me souviens d'un... C'est marrant, j'en ai jamais parlé de ça, j'avais affiché, je crois que j'étais au lycée, genre en seconde, donc j'avais 15-16 ans. J'avais affiché un tableau de Picasso qui s'appelait L'étreinte, où c'est un couple qui fait l'amour. Et ma mère m'avait dit, il faut pas que tu laisses ça sur ton mur quand tes copines viennent et tout, elle voulait absolument que j'enlève ça. Et donc, ça veut dire que il y avait quand même ma mère avait ce côté-là on peut dire d'un peu de rigidité là-dessus. Mais pas dans l'éducation, j'ai pu faire ce que je voulais comme études, ce que sociaux, apparaître prof de sociaux, ça conduisait à rien, pour faire des recherches. Et voilà, on m'a pas obligé à faire quoi que ce soit. J'étais libre, je pouvais parler, mes parents venaient à tous les spectacles de la compagnie, ils ont beaucoup soutenu Axel après, enfin bon. Et c'est vrai que ma tante pour moi était une figure de liberté, parce que très jeune, mais je le dis dans mon film, elle m'a emmené voir Ma nuit chez Maud et Jules et Jim à Paris, j'avais 14-15 ans,
C'est la première fois que j'allais à Paris. Et ça aussi, c'est gravé dans ma mémoire. C'est-à-dire, je suis tombée amoureuse de Jules et de Jim. Et pour moi, ma tante est associée à cette figure de femme libre. Toujours. Et est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le milieu artistique? Silence. Je crois qu'il peut y avoir il y a la même nécessité peut-être de manière différente chez un homme qui a envie de faire de la création, une femme qui a envie de créer. Après, dans la réalité des choses, je pense que c'est plus difficile. Mais c'est très curieux parce que à La Rochelle, il y a énormément de compagnies tenues par les femmes, mais ça date pas d'aujourd'hui. Parce que en même temps que ma compagnie, vers 93, on était 3 ou 4. Laurence Andrény, Martine Fontani, Dany Martinez, c'est un peu les mêmes années. Donc il y avait quand même pas mal de femmes directrices de compagnie. Ce qui est plus compliqué parce que c'est quand même nous qui devons, dans le quotidien, gérer pas mal de choses, notamment avec les enfants. Donc moi j'avais la chance, mais Axel lui avait déjà 5 ans, même 9 ans quand j'ai fondé la compagnie. Mais j'étais quand même prise le soir dans mon métier d'avant et j'avais la chance d'avoir des parents sur place, compréhensifs et tout ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense que j'ai eu aussi envie d'un deuxième enfant et je l'ai pas fait. Et je pense, sans doute à cause de ça, parce que j'étais tout le temps prise, j'étais tout le temps dedans. En plus, Claude et moi, on donnait beaucoup de temps. On donnait du temps à la compagnie, c'était aussi un autre bébé, quoi. Voilà, mais je regrette pas d'avoir qu'un seul enfant. Et quel enfant? Oui, de toute façon, avoir 10 Axel, c'est pas possible. C'est sûr. Je ferai peut-être une note dans le podcast pour Oui. écrire Axel. Oui. Je passe à toute autre chose. Je veux juste dire, c'est peut-être au niveau de la direction, parfois, ou de la reconnaissance. Aujourd'hui, comme je suis plus confrontée à aller défendre mes dossiers avec tel pingouin de la région et tout ça, je sens moins ça. Mais sans doute, je me souviens de moments où sur des arguments de défense de dossiers ou de notes de mise en scène, des trucs comme ça, on m'a renvoyé que c'était pas sérieux ou que j'étais une femme, quoi, quelque chose comme ça. J'ai senti parfois des choses comme ça. Voilà. Et est-ce que tu as l'impression que ça évolue ou pas? Oui, j'ai l'impression que ça évolue un peu. En même temps, dans les salaires, il y a toujours les mêmes différences. Je me souviens quand j'étais au Carré Hamelot, quelqu'un qui arrivait en même temps que moi, il avait l'équivalent de 150 € de plus que moi, ce qui n'était pas normal. Je sais que ça existe toujours aujourd'hui, c'est différent de salaire, c'est quand même compliqué c'est toujours compliqué pour une femme par rapport à des choses que tu disais tout à l'heure. Se faire avorter, c'est un peu plus simple qu'à mon époque, qui était déjà légèrement plus simple qu'à l'époque de ma tante et ma mère, mais c'est quand même pas, tout n'est pas gagné, quoi. Je pense que les luttes continuent, comme on dit, quoi. Toujours. Et je passe sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec la profession. C'est le rapport au corps. Parce qu'en plus, dans les milieux artistiques, le corps est quand même un des outils principaux. Et je voulais savoir quel était ton rapport à ton corps et comment ça avait évolué. Parce que je pense qu'on n'a pas le même rapport à 20 ans qu'à 40 ou plus tard. Oui, c'est sûr. En même temps, moi qui ai 69 ans aujourd'hui, je dirais que ça nous tombe dessus, quoi, cette histoire de ménopause, machin, tout un toin. Je pense pas. Je pense que j'accepte mon corps. Mais des fois, d'ailleurs, je suis entourée ici de plein de photos y compris de moi jeune. Donc, je suis absolument pas narcissique. Mais quand je m'imagine comme j'étais avant. Voilà. Et pas forcément comme je suis aujourd'hui, parce que dans la tête, si on n'a pas de problème de santé et tout ça, c'est pareil, quoi. Donc j'ai toujours une libido, ça marche bien.
J'aimerais bien trouver un homme. Tu veux passer une petite annonce? Oui, dans le podcast. Mais j'accepterai pas n'importe quoi, ça c'est sûr, parce qu'on est encore plus exigeant. Oh, en même temps, je courais pas après les histoires, mais j'aimais aimer. Donc je tombais amoureuse. Et t'as rencontré Claude à quel âge? 18 ans, l'année de mon bac, le jour de l'ascension, quand même. Enfin, le jour de l'ascension, c'est là où on s'est embrassé et tout ça. Donc j'ai eu des flirts avant, mais le premier homme avec qui j'ai fait l'amour, c'est Claude. Donc lui, il avait eu des filles avant, il avait juste 2 ans de plus que moi, mais les garçons, c'est pas pareil. Donc il fallait quand même bien que j'en rencontre d'autres, quoi. Sinon, mais c'était pas une recherche chez moi permanente. C'est juste qu'au bout d'un temps, la période de passion étant passée, on peut tomber amoureuse aussi. Puis moi, j'ai peut-être un grand cœur comme avait ma tante, mais je peux aimer non pas une douzaine d'hommes à la fois, mais 2 en tout cas, oui. Je le dis parce que je l'ai vécu. Donc voilà. Après, c'est pas pratique quand même. Sur le plan du quotidien, tout ça, s'il y en a avec qui on vit, l'autre pas, enfin, c'est quand même compliqué, quoi. Aujourd'hui, j'aurais juste envie de tendresse et de faire l'amour avec un homme. Voilà. Et du coup, tu disais que t'avais fait ta première fois avec Claude. T'en gardes un bon souvenir, ta première fois? La deuxième fois, oui, la toute première fois, c'était dans un camping. Il pleuvait, c'était pas terrible. Voilà. La deuxième fois, oui. Je crois que c'était dans sa voiture, la deuxième fois. Oui, ben on était amoureux l'un et l'autre. Voilà, donc c'était fort, quoi. Et t'as toujours été en accord, en adéquation avec ta sexualité? Qu'est-ce que tu veux dire en accord Bah, par exemple, en ce moment, on pose beaucoup de questions par rapport à la sexualité, on remet beaucoup de choses aussi en cause, le rapport entre les hommes, les femmes dans la sexualité, et dans le couple d'ailleurs en général. On parle beaucoup par exemple de la masturbation, à quel point c'est important pour une femme de se connaître. Et enfin, par exemple, pour ma génération, pendant longtemps, la masturbation, ça a été quelque chose de tabou, la masturbation féminine. Parce que masculine, oui. c'était très valorisé. Mais, par exemple, moi, j'ai été quand même assez vieille avant d'apprendre le mot clitoris. Pourtant, j'ai 30 ans. Et maintenant, on en parle beaucoup, ça se démocratise beaucoup. Et c'est top, et il faut continuer. Et je me demandais, parce que du coup, on n'est pas du tout de la même génération, comment ça avait été pour toi? Parce que moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup de remises en question sur ma sexualité, sur ma façon de voir les choses. Et de me dire, est-ce que ma sexualité, elle a été définie par ce qu'on m'a, entre guillemets, appris, ou pas appris d'ailleurs? Et du coup, je me pose la question par rapport à d'autres personnes, d'autres générations, d'autres femmes. Oui, grande question. Oui, très. Ah bah, de toute façon, dès qu'on aborde la Pense sexualité... pas, enfin, en tout cas, j'ai pas eu de problème. Je pouvais, par exemple, je sais que Claude, le désir s'est perdu. Au bout d'un moment, ça veut pas dire qu'on s'appréciait pas. Mais c'était plus câlin, etc. Mais je sentais si peut-être qu'au moment de la ménopause, il y a un peu de perte de libido, comme on dit. De choses comme ça. Et pourtant, j'ai pas eu de trucs physiques importants, quoi. Enfin, moi, je crois que je me suis toujours un peu masturbé, mais plus maintenant. Mais forcément, j'ai pas d'homme. Mais on n'est pas obligé d'avoir un homme. Clitoris, je sais pas à quel âge j'ai nommé ça, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, d'un point de vue pour jouir, je sais que je peux jouir des 2 façons, comme on dit. Par la pénétration, les caresses clitoris, tout. Enfin, bon, je sais plus comment ça s'appelle après. Et tu parlais tout à l'heure de l'anecdote avec ta maman sur le tableau de Picasso. Est-ce que avec ta mère, tu parlais de sexualité? Non, pas directement.
pas directement. Un jour, parce que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre et que ça m'avait rendue malheureuse, j'avais peut-être 40 ans, ouais. Et je déprimais un peu, elle est venue me voir et elle m'a raconté que Jeanne, elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui était ouvrier. Je me souviens de ce qu'elle m'a dit. Il était beaucoup moins beau que ton père, mais je l'aimais. Et elle m'a raconté ça. Ça a duré 1 an ou 2. Donc j'ai trouvé que c'était tu vois, c'est la première fois, à part dans mes cahiers secrets, que je le dis, parce que je m'en souviens. Et je me suis dit, bon, c'est arrivé à ma mère aussi. Alors que c'est pas... Voilà. Après, mes parents ont toujours été un couple assez soudé, mais chez moi, c'était quand même très... Finalement, entre ma grand-mère Lucienne, ces 2 femmes fortes, là, Marthe et Lucette, c'était très matriarcal, quoi. Mon grand-père était plutôt taiseux, enfin, c'était pas... même si c'est les hommes qui dirigent le monde, c'était quand même... On sent dans cette famille que c'est les femmes qui ont tenu tout. Et avec mon père, qui est mort l'année dernière, qui était un grand rêveur, et qui a passé sa retraite à jouer avec Axel, donc, aux cow-boys et aux Indiens, enfin bon, ils étaient très liés, en même temps c'est ma mère qui décidait pour tout, à peu près tout, quoi, voilà. Et puis elles étaient très libres quand même pour leur époque avec les hommes, puisque, donc je dis toujours l'une s'est mariée et l'autre pas, mais parce que ma mère s'est mariée à 17 ans. Elle m'a eu, elle avait 18 ans et demi. Et d'ailleurs, elle disait, j'ai rencontré ton père au bal du parti, il dansait comme un pied, mais je l'ai épousé quand même. Donc il y avait beaucoup d'humour comme ça. Mais c'est pas une chose dont on parlait, tu vois, à part des moments comme je te dis là, de confidence comme ça, dont on parlait. Puis moi, je confiais pas. Je pouvais dire à ma mère, Claude, il me fait chier, ou elle me disait, mais ton père, je t'en parle pas, mais bon, il faut le servir tout le temps, enfin tu vois. Mais je ne parlais pas de mes autres histoires à ma mère, sauf une fois ou 2 comme ça. Et donc du coup, tu as eu un enfant avec Claude. La grossesse s'est bien passée? Très bien. Parce que alors, je me souviens de toute façon, dans la famille de Claude, qui était plus rigide que la mienne, il me regardait comme si j'étais la femme. Bien sûr, moi, incapable d'avoir un enfant. Tu vois, c'est ça, les regards dont on parlait tout à l'heure. Et parce que, vu que j'avais 22 ans quand on s'est mariés, et lui 24, c'est ça, ni lui ni moi, on voulait d'enfants tout de suite, quoi. Donc je l'ai fait à 30 ans. Et je me souviens quand j'étais jeune, mais même quand j'avais 25 ans, je disais à ma mère, j'aimerais bien avoir un enfant, mais j'aurais l'adopter à 1 an, 2 ans. J'ai pas envie d'être enceinte. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Enfin, c'est pas l'inverse que j'ai adoré quand il était plus grand aussi, mais j'ai adoré être enceinte. J'étais en pleine forme, j'allais me baigner beaucoup plus que maintenant. Je sentais pas mon ventre alors qu'il était gros. J'ai eu aucun problème, vraiment. Tout s'est très bien déroulé. Sauf qu'il voulait pas se retourner et qu'il est quand même né avec 3-4 jours de retard. Sans doute qu'on était bien comme ça. Donc non, pour moi, j'en ai un bon souvenir. Donc, du coup, tu disais que tu avais une trentaine d'années quand tu as eu un enfant. Et tu as parlé un petit peu dans ta belle famille, les regards qu'il y avait. Est-ce que tu trouves que c'était un problème autour de toi de tomber enceinte à 30 ans? Parce que, surtout à cette époque, ça peut paraître tard. Déjà, même maintenant encore, une femme après 30 ans dans notre société, ça peut paraître tard, mais alors... Oui, je sais que les cousines de Claude, elles ont fait des bébés assez tôt, pas vraiment suivi l'affaire. Et qu'un jour, il y avait un bébé dans cette famille pour un repas de famille qu'on m'a mis dans les bras, que j'étais empêtré comme je sais pas quoi. Et quelqu'un m'a dit, toi aussi, t'as envie d'avoir un enfant, t'aimerais bien. J'ai détesté ça parce que c'était pas... J'ai dit, ben non. J'étais comme ça. Non, pas à ce moment-là. Mais 4-5 ans après, j'avais envie, donc j'ai fait... De toute façon, moi, j'étais têtu. Hein. J'ai toujours fait les choses quand j'en avais envie. Et voilà, mais bon, cette famille-là était plus... Ils étaient sympas, hein, mais plus...
plus catho, plus rigide sur ces questions-là. Donc c'était plus le truc de, sans doute, elle peut pas en avoir, puisque ça faisait 7-8 ans que j'étais avec Claude et qu'on n'en avait pas. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, quand t'es tombée enceinte, vous viviez ensemble avec Claude? Oui, parce que là, il a commencé à tourner ses concerts dans les écoles. Et il travaillait aussi avec Eric, avec le Carré Hamelot, le studio de son électroacoustique et tout ça. Donc oui. Et vous avez vécu combien de temps mariés sans vivre ensemble? Parce que c'est quand même pas anodin. Alors, de 74 à 7 ans, 81, 82. Et Mais de- c'était génial. J'en doute pas du tout. C'était génial parce que j'allais les week-ends à Angers quand il était à Angers. On se retrouvait avec ferveur. Et puis il venait me retrouver à La Rochelle. Enfin, parce que vivre quotidiennement avec quelqu'un, aujourd'hui, je serais plus capable. Donc même quand on a vécu ensemble, de toute façon, avec Claude, qui était pas du tout le même caractère que moi, qui était plutôt colérique, on avait chacun de nos espaces aussi. Même si on a fondé la compagnie ensemble, lui, c'était la musique, ses créations des nuits entières, au milieu de ses papiers, dans son bureau et tout. Et moi, j'allais au cinéma, j'écrivais après. Donc on avait aussi nos territoires différents. Et ça, pour quand on vit ensemble, c'est important. Parce qu'on peut pas tout faire à deux. Pas possible. L'amour, certes. Des promenades, tous les trucs agréables, on devrait les faire à deux. Mais quand même, c'est quelque chose, quoi. D'être tout le temps à deux. Après, bien sûr, il me manque. Claude, il est mort trop jeune. Il avait même pas 63 ans. Et je pense... de toute façon, je pense beaucoup aux morts sans... je sais pas comment dire. C'est pas glauque, quoi. J'y pense au moment que j'ai passé avec. Enfin, voilà. Et Mais il y a un manque, c'est sûr. tu trouves que ça t'a changé en tant que femme, son décès? Je crois pas. Non, je crois pas. Je saurais pas dire pourquoi, mais je crois pas. Après, même quand il est mort brutalement, on était toujours un peu trop, c'est ce que je peux me dire maintenant, dans la course à faire des trucs, faire reconnaître la compagnie, tout ça. Et des fois, je me dis ça, on n'a pas pris assez de temps, du coup, pour nous deux. Même si dans la compagnie, il y avait du nous deux. Voilà, je peux me dire des choses comme ça, si tu veux. Maintenant que je tente de prendre le temps, plus avec mes propres trucs à moi, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Mais je pense pas que ça m'a pas changé, je suis pas devenue veuve, d'ailleurs j'ai refusé là sur les passeports, tu sais, ou carte d'identité. Et tous les paperasses, enfin ils te nomment. Moi je voulais pas. Je voulais garder le nom de Landy parce qu'il est plus joli que le mien. De naissance. Donc ça me gêne pas, moi. De toute façon, on a tous, les femmes, le nom de quelqu'un d'autre, de nos pères ou de nos mecs, donc m'en fous. Et je me sens identifié plus par le prénom et la personnalité que ça, quoi. Et j'ai une dernière question. Si tu devais dire quelque chose à la petite Claudie, à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est une belle question, mais alors, je vais trouver ce soir en m'endormant. euh, Peut-être je lui dirais, eh ben t'as bien grandi parce que tu as su rester pareil. Garder mes émotions, quoi. Tout en étant un peu moins émotif quand même, parce que j'étais très très émotif. Ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Claudie pour Eh ces ben merci à confidences. toi. Encore un grand merci à Claudie d'inaugurer ce podcast et à Camille pour les illustrations. Vous pouvez retrouver le travail de Camille sur ses réseaux sociaux que je vous mets en note de l'épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne louper aucun épisode, de laisser un commentaire et de le partager si le contenu vous a plu.
Vous pouvez également me suivre sur Instagram et me contacter soit via les réseaux sociaux ou bien sur l'adresse mail delphine.robinpro@gmail.com. On se dit à dans 3 semaines pour continuer le voyage et rencontrer une nouvelle femme.